Bonsoir Piotr Tolstoï, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de la Douma, c'est l'équivalent russe de l'Assemblée nationale en France. Vladimir Poutine, le président russe, a dit aujourd'hui que l'Occident attise les tensions. Est-ce qu'il n'inverse pas la situation? L'invasion de l'Ukraine du 24 février dernier, c'est une invasion russe. Non, pas du tout. Il a expliqué, c'est ce qu'il voulait dire. Il a dit clairement que la Russie, c'est pas un ennemi par rapport à l'Occident. Par contre, c'est l'Occident, c'est l'Europe occidentale qui a entamé les sanctions illégitimes contre notre pays et en fait mène une guerre économique et une guerre en fournissant l'armement à l'Ukraine. Ce qui concerne ce que vous appelez l'invasion ou l'agression de la Russie contre l'Ukraine, évidemment, ça c'est un narratif tout à fait qui n'a rien à voir avec la réalité parce que c'était le seul moyen d'assurer la sécurité du pays après plusieurs propositions, des négociations là-dessus avec les États-Unis, l'OTAN et après les menaces de l'Ukraine d'avoir une arme nucléaire. Donc, c'était une décision difficile pour les Russes parce que nous considérons que nous sommes le même peuple avec les Ukrainiens, mais en fait, ça restait le seul moyen pour assurer la sécurité, notamment la sécurité nucléaire. Parce que si vous avez les missiles américains à Kharkov, la Russie a seulement 2 minutes pour prendre la décision si jamais les missiles attaquent. Voilà, donc on a vraiment peur de Poutine, on a vraiment peur de tout ce que vous racontez sur la Russie, mais je vous rappelle que c'est plutôt un moyen de choquer vos spectateurs et de donner encore une fois les narratifs sur l'agression de la Russie, tandis que ce n'est pas le cas. Et vous êtes là ce soir, évidemment, pour nous dire ce que vous, Russes, pensez, évidemment. Vous dites que vous considérez les Ukrainiens comme faisant partie de la Russie, étant vos frères, le peuple russe. Est-ce que vous considérez ce qu'eux ressentent? Ces Ukrainiens-là, ceux contre lesquels vous combattez aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont envie de faire partie de la Russie? Ça, c'est une discussion pas pour 10 minutes, hein, parce que les Ukrainiens, quand même, ils ont essayé de bâtir leur nouveau État. D'abord, les premiers 25 ans avec l'aide économique russe, avec le gaz qui coûtait rien, etc. Et après, ils ont décidé à la fois de prendre le gaz chez les Russes et l'argent chez les Européens. Donc, ça, c'est une bonne méthode, mais l'Europe a favorisé le coup d'État de 2014, suite lequel les Ukrainiens ont perdu une partie russe de leur pays. Il faut toujours tenir dans la tête qu'il y a 20 millions de Russes qui habitent en Ukraine. Et ça, évidemment, l'Occident a nié pendant 8 ans. On a nié les tirs sur la population civile en Ukraine, notamment à Donbass, à l'est de l'Ukraine. On a nié la volonté des républiques séparatistes de se séparer de l'Ukraine. Donc maintenant, on a ce qu'on a. Et peut-être c'est pas encore le moment pour chercher le compromis, mais je peux vous dire que tôt ou tard, à la table de négociation, les Russes et les Ukrainiens vont se mettre d'accord. Ça, j'ai pas aucun doute. Ce sera quand, Monsieur le Vice-président, les empêche. Pardon de vous interrompre, ce sera quand le bon moment pour trouver un compromis? Je vous pose la question évidemment parce que tout le monde se demande quand et comment cette guerre, nous en Europe on appelle ça une guerre, vous appelez ça une opération militaire spéciale, mais quand est-ce que cette guerre va se terminer? Pour l'instant, c'est ce qu'on entend de la part des politiciens européens, notamment de M. Borrell, qui dit que l'Ukraine doit gagner sur le champ de bataille. Et les Américains encouragent les Ukrainiens de continuer la guerre. Donc, évidemment, pour l'instant, il est trop tôt de dire quand. On peut pas dire ça. Mais si les Ukrainiens vont perdre sur le champ de bataille, et ça, moi, j'ai pas de doute, parce que quand même, le rapport des forces était incomparable. Donc, après, on va avoir, évidemment, la solution pour la paix durant en Europe, pour la paix et la sécurité. Ça peut être à Odessa, à Kiev ou à la frontière polonaise. Ça dépend de la situation et du temps que l'Europe favorise les nationalistes ukrainiens qui sont au pouvoir à Kiev. Comment expliquez-vous
que malgré ce que vous qualifiez de rapport de force incomparable, votre armée ait autant de difficultés sur les 3 principaux fronts actifs, que ce soit au nord vers Kharkiv, à l'est dans le Donbass ou au sud vers Kherson. Cette armée que l'on qualifiait tous de 2e armée du monde est embourbée, pardonnez-moi l'expression, en Ukraine depuis 8 mois, alors qu'au départ, eh bien, cette opération spéciale ne devait durer que quelques jours. Non, personne n'a dit que ça va durer quelques jours. C'est clair que ça va durer des années. Et l'armée russe aujourd'hui compte 150 000. Il faut pas être un grand mathématicien. L'Ukraine a fait déjà 7 vagues de mobilisation et leur force militaire aujourd'hui c'est 600 000. Donc avec des nombreux Ukrainiens malheureusement qui trouvent leur mort aujourd'hui sur tous ces fronts, l'armée russe n'avance pas. Mais les mobilisés, les gens qui ont été mobilisés les dernières semaines vont venir et vous allez voir comment vont se dérouler les choses sur le champ de bataille, comme a dit M. Borrell. Donc vous pensez que la Russie peut encore remporter cette guerre sur le champ de bataille malgré les déconvenues de ces dernières semaines. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? J'en suis sûr et certain. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Est-ce que vous en parlez, vous qui êtes député, représentant du peuple à la Douma? Qu'est-ce que vous dites des difficultés qui sont rencontrées et qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour que votre armée reprenne l'ascendant? Vous connaissez très bien l'histoire, j'espère, et vous connaissez que dans toutes les guerres, quand les Européens voulaient nous porter tout leur bonté, la civilisation et leur mode de vie, notamment la guerre avec Napoléon et la guerre avec Hitler, la Russie a pris un peu du temps pour répondre. Mais ce temps-là est déjà presque passé. Vous allez voir la réponse. Et moi, j'ai pas de doute que on va encore en parler dans des autres termes. Parce que là, quand vous dites que l'armée russe n'arrive pas à progresser sur l'Ukraine, la bonne question, si on veut progresser, peut-être on ne veut pas progresser. Donc, c'est très bien d'accuser Poutine qu'il est un tyran sanglant, mais en même temps, il faut penser que l'armée russe, contrairement aux Ukrainiens, ne se cache pas derrière les civils et ne tire pas sur les cibles civiles. On tire seulement sur le système énergétique, sur l'infrastructure ukrainienne qui fournit les armements européens sur le théâtre de bataille. Monsieur le vice-président, hier en Russie a eu lieu un grand exercice militaire de dissuasion nucléaire. Les images étaient impressionnantes. Est-ce qu'il y a un risque que cette guerre puisse engendrer, d'une manière ou d'une autre, une attaque nucléaire ou une riposte nucléaire de la part de la Russie? Parce que vous êtes russe et c'est pour ça que je vous pose la question. Je suis russe et je peux vous répondre très clairement que tous ces appels, toutes ces histoires avec la bombe nucléaire, avec les Russes qui utilisent l'arme nucléaire, ça c'est toujours malheureusement pour faire peur au public européen qui aujourd'hui ne reçoit pas le gaz russe et a un peu froid, donc il faut réchauffer. Nous, on a une doctrine sur l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est une loi et là-bas, c'est écrit que la Russie peut utiliser l'arme nucléaire seulement si son existence est en péril. Donc, l'existence de la Russie en péril, cela veut dire qu'il y a un missile nucléaire qui vise le Kremlin, je ne sais pas, Moscou ou Saint-Pétersbourg. C'est ça. C'est pas l'autre cas. Donc, dans la guerre qu'il y a, c'est impossible d'imaginer que la Russie a une raison d'utiliser l'arme nucléaire. L'image que vous montrez, c'est l'exercice de service des sécurités qui assure la sécurité des... Pardon, monsieur le vice-président. Ça, c'est un exercice qui a eu lieu la nuit dernière dans les rues de Moscou, oui, où des soldats proches de la garde, donc proches de Vladimir Poutine, ont réalisé cet exercice. Ils ont installé notamment leurs véhicules devant l'essentiel des principaux bâtiments administratifs. C'était un exercice. On voit bien que les gens dans la rue ne sont absolument pas paniqués. Nous, on s'est posé la question de savoir quel était le sens de cet exercice. Pourquoi est-ce que cet exercice-là a été conduit hier soir dans les rues de Moscou ?
Parce que chaque année, le service de sécurité fait ses exercices, c'est tout à fait normal. Il assure la sécurité des bâtiments gouvernementaux et c'est une routine, si vous voulez. Donc ça fait peur seulement les gens qui ne savaient pas qu'il y aura l'exercice. Nous, les Russes, on le savait, donc les gens sont calmes. Vous voyez qu'il n'y a pas de panique, il n'y a rien. Donc ça, c'est l'exercice qui font les militaires pour assurer la protection des bâtiments gouvernementaux, pas les gens. Et il n'y a pas l'armée proche à Vladimir Poutine et l'armée éloignée de Vladimir Poutine. On a une seule armée et Vladimir Poutine est commandant en chef de toutes les forces militaires russes. Donc cet exercice n'est en aucun cas un avertissement du pouvoir à ceux qui pourraient vouloir s'en prendre soit au président, soit au fonctionnement de l'État russe aujourd'hui. Ah, écoutez, je ne connais pas de qui vous parlez. En fait, les gens qui prétendaient à ça, à mon avis, sont déjà au Conseil de l'Europe ou au Parlement européen à donner des interviews sur le régime de Poutine qui leur fait peur. Mais à l'intérieur de la Russie, tout est calme. Et donc, je peux vous dire que 80% des Russes se tiennent aujourd'hui l'opération spéciale. Il n'y a pas les deux opinions même dans la société civile russe. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis l'annonce de la mobilisation partielle par le président Poutine, quelque chose a changé dans la société russe? Des centaines de milliers de Russes ont quitté le pays depuis cette annonce-là. La mobilisation est en passe d'être, en tout cas les objectifs de mobilisation sont en passe d'être atteints. Environ 300 000 personnes annoncées au départ. Mais on a vu des manifestations dans des dizaines de villes à travers le pays. Est-ce que vous avez le sentiment que cette annonce a changé la perspective des Russes sur la guerre en cours? Mais nous sommes avec vous au XXIe siècle. C'est pas bien sûr, c'est pas facile pour n'importe quelle famille de voir comment leur mari ou leur père part à la guerre. Donc la mobilisation, évidemment, a perturbé d'une certaine façon la société en Russie. Mais quand vous dites que les 300 000 qui doivent être mobilisés, que ce chiffre n'est pas atteint, non, c'est pas vrai. Dans plusieurs régions, la mobilisation a déjà terminé parce qu'ils ont accompli le plan de mobilisation. Ces gens-là, ils se préparent et bientôt, ils vont venir en Ukraine pour continuer leur combat. La raison pour laquelle j'ai donné ce chiffre, c'est que Vladimir Poutine lui-même a dit il y a quelques jours qu'on en était à environ 220 000. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'on n'était pas encore aux 300 000. Peut-être que ce chiffre-là est atteint aujourd'hui. Ça, je ne le sais pas. Il a dit dans 2 semaines, la mobilisation sera terminée. D'accord. Bon, elle est terminée. 300 000 personnes, est-ce qu'il va y avoir une mobilisation supplémentaire? Parce que c'est la crainte de nombreux Russes. Vous le savez sûrement mieux que moi. Bien sûr, c'est la crainte de plusieurs Russes. Quand vous dites qu'il y a des centaines de milliers qui sont partis, c'est pas vrai parce qu'il y a des centaines de milliers qui ont traversé les frontières en direction et il y a des centaines de milliers qui sont revenus. Donc aujourd'hui, c'est le chiffre environ 50 000 des jeunes qui ont eu peur et qui sont partis. Quand ils vont revenir, ils vont recevoir l'invitation à continuer le service militaire. Ce qui concerne les vagues des mobilisations, si on aura besoin, bien sûr. Mais pour l'instant, à mon avis, vu ce qui se passe en Ukraine, on n'a pas besoin d'autres mobilisations. Peut-être après qu'on prend Kiev, peut-être on va penser à une autre vague de mobilisation. Deux petites questions encore, Monsieur le Président, et je vous laisse tranquille. La première porte sur l'opérationnel. On a du mal à comprendre ce qu'il se passe dans la région de Kherson et dans la ville de Kherson plus précisément. Des évacuations ont été réalisées. Au moins 70 000 personnes ont quitté la ville. C'est ce que disent en tout cas les autorités pro-russes de cette ville. On ne sait pas si l'armée russe y est toujours, si elle compte y rester, ou si vos hommes comptent se replier de l'autre côté, face est du Dniepr. Est-ce que vous en savez plus à ce sujet? Moi, comme vous, je peux seulement supposer, parce que je ne suis pas un militaire, mais je peux vous dire que on a évacué les civils pour qu'ils ne seront pas les cibles sur le champ de bataille. C'est pas un secret que les Ukrainiens veulent forcer Kherson, qu'ils veulent attaquer Kherson. Et évidemment, les militaires russes, ils ne vont pas se cacher derrière les civils. Ils envoient les civils à l'autre bord de Dniepr pour accueillir les Ukrainiens.
Et donc, contrairement d'ailleurs à Mariupol, où les Ukrainiens se cachaient derrière la population de cette ville. Une dernière question sur ce qu'a dit le président Poutine aujourd'hui. Il estime que l'Occident attise les tensions et qu'on est dans quelque sorte dans une guerre de modèles, de civilisation entre les Russes d'un côté et les Occidentaux de l'autre. Est-ce que c'est votre impression également et expliquez-nous pourquoi? Je crois que vous n'avez pas tout à fait compris c'est ce qu'il voulait dire. J'essaie d'expliquer. Donc, il a dit que jusqu'à présent, il y avait un modèle du monde entier unipolaire. Donc, c'est les États-Unis qui décidaient tout. Et on voit d'ailleurs comment les États-Unis ont aujourd'hui décidé le sort de l'Union européenne avec les prix de gaz, d'électricité, etc. Donc, ce modèle unipolaire est terminé. À partir de là, on est dans le monde avec multipôles de pouvoir, la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, je ne sais pas, l'Afrique du Sud, etc. Donc c'est ça ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que la Russie est opposée contre tout le monde entier. Pas du tout. Il a dit le contraire, que les Russes ne sont pas les ennemis à l'Occident, mais les élites occidentaux qui bientôt vont se découvrir dans l'histoire de l'Union européenne, que les élites occidentaux ont décidé de mener la guerre avec la Russie. Merci Piotr Tolstoï. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre en direct ce soir sur LCI.